Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast Hors du Capital 100% PSG, nouvel épisode, 60e épisode déjà du podcast. On est toujours très heureux d'être avec vous pendant une heure pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, on va enfin revenir sur une victoire du Paris Saint-Germain, enfin après 3 victoires d'affilée en comptant la finale de Ligue des Champions. Le PSG a gagné son premier match de championnat 1-0 face à Metz. On va y revenir pendant l'heure de podcast et aussi on reviendra évidemment sur les sanctions qui ont été données par la commission de discipline de la LFP après le Classico. Mon équipe du jour, elle n'a pas connu de pépin physique ou de suspension, donc c'est la même que l'équipe du lundi. Mousse qui est avec nous. Ça va, Mousse? Salut à tous. Bah écoute, ça va. Ouais, ça va, ça va. Pas beaucoup dormi, mais ça va. Pas beaucoup dormi, une petite victoire dans les arrêts de jeu. Bon, on prend. C'est toujours bon à prendre. Bien sûr. Yacine Amnet qui était avec nous. Salut Yass. Salut à tous. Et enfin, pour terminer la bande, il était là lundi, il revient avec nous, il nous fait le plaisir. Nicolas Puravo. Salut Nico. Salut tout le monde. On va revenir donc pendant une heure sur cette victoire du Paris Saint-Germain, mais sur le gong, dans le temps additionnel, sur un ultime déboulé de André Di Maria et une tête de Julian Draxler qui ont permis au Paris Saint-Germain de d'emporter un but 1-0, mais que ce fut laborieux. Ma première question, messieurs, que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que la victoire tient-elle d'un miracle? Yacine, je vais venir vers toi en premier. Souvent, je vais voir Mousse et là, je vais venir vers toi directement. Est-ce que cette victoire tient du miracle? Pas un miracle, parce qu'en vrai, la victoire, elle est ultra logique. Les occasions, Paris les a eues. Ou qui déjà a fait alors, un très bon match, aidé par les Parisiens qui l'ont quand même souvent tiré dessus. Mais malgré tout, il était là, il était bien placé. Donc pas un miracle. Un miracle par rapport au fait de marquer à la 93e, oui. À 9 contre 11, oui. Mais globalement, c'est pas un miracle de battre Metz. C'est pas un miracle, vu ce que Paris a proposé au-dessus de Metz. Voilà, c'est tout. Après, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour moi, c'est pas un miracle non plus. C'est un miracle plus dans la configuration de marquer à la 93e et à 9 contre 11 en plus. Nicolas, alors je repose ma question. Est-ce que c'est plus du soulagement? On le voit à l'image des Parisiens qui étaient lessivés hier. On a vu Di Maria et Herrera qui étaient par terre, que de la joie pour les Parisiens du fait du contexte du match et du dénouement très tardif. Il y a un peu de tout, je pense. Moi, je pense que c'est un miracle mérité. Voilà. C'est-à-dire que, comme l'a dit. Ouais, non, mais Yacine a raison. Le PSG a proposé beaucoup plus que Metz. Après, quand tu te retrouves à 10 pendant une demi-heure, à 9 pendant presque un quart d'heure, et que tu marques à la 90e avec tout le monde qui est cramé et qui n'arrive plus à courir, oui, c'est miraculeux ce but. Après, ils étaient. Oui, ils étaient. Moi, j'ai aimé cette image de la fin, là. Ils sont tous sur la pelouse, on les voit, ils sont carbo, ils sont morts. Ils fêtent pas la victoire parce que c'est une troisième journée contre Metz, mais ouais, il y a du vrai soulagement, je pense. Parce que là, la défaite, ils avaient quand même conscience que ça aurait fait mal. Même le nul, c'était pas franchement un bon résultat. Donc, ouais, il y a du soulagement plus que de la joie, je pense. Je rappelle que c'était le premier match de la Ligue 1. C'est la première journée. C'est vrai c'est le troisième match du PSG qui joue en Ligue 1, mais c'était la première journée reportée. Mousse, c'est vrai qu'on a vu des images de joie pas étonnantes, mais des joueurs qui ont tout donné sur le terrain. Johan Draxler, je pense à lui, qui disait à la fin qu'ils avaient tout donné, qu'ils étaient lessivés, qu'ils avaient été la chercher. C'est vrai que ça fait penser quand même à du soulagement de la part des joueurs. On sent que ça aurait été tendu si le PSG n'avait pas ramené la victoire hier. Ouais, je pense, comme vient de le dire Nicolas, c'est plus du soulagement. Parce que même un match nul, match nul 0-0, tu es chez toi face à Metz, c'est compliqué. C'est compliqué dans les têtes pour le match suivant. Ça te donne un peu plus de pression pour le match suivant. Donc, non, c'est cool pour eux. Et puis, effectivement, l'image où tu vois Di Maria s'effondrer, qui recherche son second souffle. Non, mais ouais, je suis content parce que quand même, ils n'ont pas abandonné à la fin. Moi, ça m'a étonné de voir Draxler suivre l'action, en fait. Tu vois, d'habitude, il n'aurait jamais suivi l'action. Donc là, tu sens que les mecs, quand même, ils ne voulaient pas perdre. Donc moi, je suis déjà content pour eux. Ça te permet de préparer le prochain match avec plus de sérénité. Puis après, on rentrera dans le détail. Mais non, moi, je suis satisfait et surtout content pour eux. Pour les têtes, ça va faire du bien un petit peu quand même. C'est vrai que vu ce qu'il y a eu depuis dimanche, etc., il y a beaucoup de polémiques, etc., là, on s'est au moins reconcentré sur le terrain. Voilà, ça leur permet de passer rapidement à autre chose aussi, d'évacuer un peu cette défaite contre Marseille. Exactement. Pour rentrer direct dans le vif du sujet, composition du Paris Saint-Germain avec les retours de Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain qui a été confirmé cette saison par Thomas Tuchel, Mauro Icardi, Keylor Navas, une défense d'Agba, Marquinhos, Diallo, Bakker,
un milieu de terrain, Gay, Herrera, Draxler, et une attaque composée de Di Maria, Sarabia et Icardi. En première période, on a vu des séquences intéressantes par l'initiative de Di Maria, hein, qui a beaucoup trouvé les joueurs entre les lignes, qui a vraiment été à la création à la dernière passe. Je pense à cette petite passe pour Sarabia entre les deux défenseurs qui malheureusement n'aboutit pas à un but, mais c'était une belle action. Comment tu as trouvé les Parisiens en première période? Il y a eu quand même quelques phases intéressantes, mais c'est vrai que ça a manqué de mouvement et d'appel autour de Di Maria pour vraiment gêner les Messins en fait. Oui, alors, est-ce que je peux faire juste une parenthèse sur le règlement parce qu'il y a quand même quelque chose à souligner. Vas-y. C'était la première journée, d'accord? Donc, Florenzi n'est pas qualifié parce qu'il a signé après la première journée. Par contre, les joueurs qui prennent un carton lors de la 3e journée, ils sont suspendus pour la première journée. C'est quand même exceptionnel. Oui, c'est vrai que ça, c'est vu qu'ils n'étaient pas suspendus pour la première journée, ils auraient surtout, c'est pas logique, c'est-à-dire que soit tu considères que le match il est après la 3e journée et Florenzi est qualifié, soit tu considères qu'il est avant la 3e journée et les cartons ils peuvent pas compter. Après, en fait, ce qui est le moins logique, c'est les cartons rouges, parce que ça a toujours été le cas, les joueurs qui arrivent, qui n'étaient pas qualifiés pour telle journée, pour une journée où ils n'étaient pas là, c'est normal, mais les cartons rouges, c'est vrai que ça paraît un peu... C'est-à-dire que le match, il est considéré avant, mais après. Donc, bref. Bon, oui, toi, Yacine, tu aurais voulu, par exemple, Neymar et Paredes jouent, c'est ça, en gros, et qu'ils soient suspendus à partir du prochain match, c'est ça? Ou alors, on considère que Florenzi, il peut jouer puisqu'il a joué le match d'avant, en fait. Non, Florenzi, c'est pas pareil, parce que c'est des questions de date, de contrat. Là, c'est complètement différent, Yacine. Il ne faut pas tout mélanger. Mais sur les cartons rouges, je suis d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais en fait, tu vois ce que je veux dire par rapport à Florenzi? Oui, bien sûr, bien sûr. Soit on considère que tout le monde a joué le match d'avant, soit on considère que personne ne l'a joué, mais à un moment donné, ça peut pas être entre deux. Tu vois? Bref. Oui, je sais. Après, encore une fois, Florenzi, vu que c'est des questions de contrat, de date, bon, ça, c'est le truc. Pour les cartons rouges, moi, perso, ça m'arrange. Hier, on gagne et voilà. Oui, et donc, là, tu vois, ils seront de retour la semaine prochaine. Donc, bon, ça va. Oui, je comprends. Ouais. Mais donc, par rapport au match, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, notamment, et on le répète souvent dans le podcast, quand Neymar n'est pas là, le poids de Di Maria, parce qu'il est beaucoup plus libre de ses déplacements. Et moi, ce qui me dérange quand on parle de principe de jeu, c'est qu'en fait, pourquoi Di Maria n'a pas le même rôle ou la même liberté quand il y a Neymar? Parce que finalement, hier, il se déplace très bien, il les trouve entre les lignes. Alors, on peut tout dire, hein, c'est Metz, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, même contre Metz, quand il y a Di Maria et Neymar, Di Maria, il n'a pas le même rôle. Ça veut dire qu'il est un peu, peut-être bridé. Alors, soit par les consignes, soit par Neymar, le fait que Neymar soit là. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé hier très bon. Déjà, il avait un peu plus de jambes que contre Marseille. Mais malgré tout, dans ses déplacements déjà, il était très bon parce qu'il se plaçait, comme tu l'as dit, entre les lignes, dans les intervalles. Il venait demander à l'intérieur du jeu. C'est lui qui a organisé le jeu. C'est par lui que tout est passé, en vrai. Et notamment sur la première mi-temps. Et il y a une différence. Alors, ça corroborera peut-être le fait que tout le monde dit ouais, aujourd'hui, donnez le ballon à Ney. Mais quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, je ne dis pas que Paris est plus fort. Je ne dis pas que c'est mieux sans eux. Attention, parce que les gens, ils interprètent facilement. Il y a une identité collective différente. Voilà, on a l'impression que c'est plus une équipe. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Mais moi, ce que je dis, c'est que pourquoi on ne fait pas ce collectif avec tes meilleurs joueurs? Ce petit plus. Voilà, c'est ça qui me pose problème. Nico, est-ce que tu es de l'avis de Yacine sur l'identité du PSG qui est différente quand les deux joueurs phares que sont Mbappé et Neymar ne sont pas là? Bah, oui, mais après, l'explication, elle est quand même relativement simple. C'est que quand tu as un Neymar sur le terrain, il monopolise tout. L'attention, le ballon, tout doit systématiquement passer par lui. Alors, que ce soit une consigne ou pas, après, on le voit, il décroche tout le temps, il va toujours chercher le ballon. Il a besoin d'être le dépositaire du jeu. Tu pars de ce constat-là, Di Maria ne peut pas forcément avoir du coup le même rôle. Tu peux pas, voilà, c'est difficile de se partager ce genre de responsabilité quand Neymar en prend autant. Donc après, la question de savoir est-ce que le PSG a une identité plus agréable, on va dire, à défaut de plus fort. Est-ce que c'est plus agréable de voir le PSG collectivement sans Neymar et Mbappé? Je suis pas convaincu. Moi, j'ai quand même vu des beaux matchs aussi avec l'équipe au complet. C'est surtout une envie commune. Ils sont capables de jouer comme ça. Quand Neymar, il a décidé d'être le monsieur je fais tout, comme contre Marseille, où il faut absolument que ce soit le sauveur, ça bouffe tout le reste. Tout le monde est inhibé, mais même Mbappé, hein, quand il n'y a pas Neymar, il a un jeu différent. Hein. Neymar t'oblige quelque part à avoir un style de jeu où il est le piston central. Et ça, c'est à mon avis assez compliqué pour Tourelle aujourd'hui de changer ça. Je vois pas trop comment c'est... Enfin, si, tu peux changer si Neymar accepte d'avoir moins le ballon, d'être plus haut, d'être plus dans la finition que la construction.
mais c'est pas trop son objectif, j'ai l'impression. Mousse, en première période, il y a eu 75% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, 12 tirs à 4, donc on va dire une domination parisienne quand même si on n'a pas senti les Messins ultra bousculés, mais en tout cas, ils ont essayé de jouer à 10 derrière et de procéder en contre. Mais on passe quand même, c'était quand même une 7e mi-temps d'affilée sans marquer. Est-ce que tu étais inquiet, toi, à la mi-temps après la première période, alors qu'ils ont eu quand même des situations pour marquer? Non, franchement, le 0-0 de la première mi-temps, j'étais pas très inquiet parce qu'on a quand même eu pas mal d'occasions. Là, là où par contre j'étais un peu inquiet, c'est effectivement sur l'efficacité devant le but. Ça fait quand même depuis le final 8, hein, depuis le quart, je crois qu'on a des problèmes pour. La demi, ouais. Enfin, depuis la demi, pardon, depuis la finale. Et moi, c'est ça qui m'a interpellé, parce que même en deuxième mi-temps, on a vu des face-à-face ratés. Il y a une frappe de Sarabia, il me semble, qui tire, comme l'a dit Yacine tout à l'heure, qui tire sur le gardien. Et moi, ce qui m'a un peu inquiété, c'est ça, c'est qu'on se crée des occasions. Par contre, on a du mal à les finir. Et en plus, tu n'as pas Mbappé qui est sur le banc. Tu as Icardi qui revient, qui a montré quand même, qui a montré sur des déplacements, sur quelques placements sur la surface, qu'il a l'air d'être un peu mieux physiquement. Donc voilà, mais sinon, non, j'étais pas inquiet. Et tout à l'heure, vous parliez de miracle, comme mes deux camarades. Pour moi, le miracle, il est sur le fait qu'on marque à 9 pendant les arrêts de jeu. Sinon, honnêtement, en face, il y avait personne. Alors, ils ont joué un peu comme Marseille, hein, un bloc très bas, et on voyait que à la perte de balles, ils essayaient de faire des contres ultra rapides, même si il y a eu, je crois, en première mi-temps, un face-à-face du Sénégalais Diane. Mais après, il n'y a pas eu grand-chose, honnêtement. Et c'est vrai que je parlais hier avec Yacine, on parlait de Di Maria et le fait qu'effectivement, quand Neymar n'est pas là, il prend un peu le jeu à son compte. Et on voit un Di Maria différent. Et j'ai vu aussi un meilleur Idrissa Gueye. J'ai trouvé plutôt bon hier, avec une grosse activité. Et on le voyait aussi se projeter et ramener un peu de supériorité numérique dans les 16 mètres messins. Donc, non. Et puis après, il y a aussi, il y a aussi il y a aussi le physique des joueurs. On sait qu'ils ont repris l'entraînement il n'y a pas longtemps. Tuchel n'a pas encore son groupe au complet. Donc franchement, hier, avec tout ce qui s'est passé dimanche, je pense que les têtes étaient un peu occupées, etc. Franchement, au niveau du jeu, hein, je parle. Hein, bon, c'est quand même pas mal. À 9 contre 11, tu finis quand même par gagner 1-0. Tu dis que tout n'est pas complètement mort. Alors on en parlera justement de la deuxième période où il s'est passé beaucoup de faits de match. Yacine, c'est vrai qu'on Moussa en parlait de l'inefficacité des Parisiens. Je voyais que c'était un sujet qui revenait pas mal sur Twitter. Est-ce que c'est aussi dû au fait que Paris, depuis la finale, ne jouait pas avec un véritable numéro 9 parce que c'était Mbappé qui jouait en finale? Pour moi, Mbappé n'est pas un véritable numéro 9. Les deux premières journées de championnat, pareil, tu joues sans Icardi. Est-ce que c'est aussi dû à ça? Là, tu avais un vrai point de fixation hier, un vrai numéro 9. Alors, Icardi n'a pas marqué, mais il a eu certaines situations. Il a été intéressant, en tout cas, dans ses remises et dans ses déplacements. On l'a vu aussi dans les centres. Alors, les centres n'avaient pas de la qualité de ceux de Florenzi dimanche. Il serait sûrement régalé avec des centres de cette qualité. Mais on a vu 2-3 fois, je pense à un centre de Michel Bakker où il a reprendre la tête. Certes, la tête n'est pas cadrée, mais il était bien placé au bon moment. Ouais, mais l'efficacité, c'est pas ça. L'efficacité, il faut être bien physiquement malgré tout pour faire les bons gestes. Parce qu'en fait, c'est un tout. Quand tu es bien physiquement, tu as la lucidité, tu as le temps d'avance que tu n'as pas quand tu n'es pas bien physiquement. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est aussi la confiance. Rappelez-vous, on en avait parlé un peu en rigolant lors des matchs amicaux, le nombre d'occasions qu'Icardi avait raté à l'époque. Et on se disait, bon, c'est les matchs amicaux, ils reprennent, ça fait 3 mois et tout. Mais finalement, on se rend compte que, surtout pour un attaquant, la confiance, c'est énorme. Et moi, je dis, c'est des exemples que j'ai souvent en tête. L'attaquant en confiance, il prend un ballon, il ferme les yeux, il te la met dans la lucarne. L'attaquant qui n'est pas en confiance, il a 1 mètre du but, il ouvre le pied, il la met sur le poteau. Voilà, malheureusement, le football, c'est aussi ça, c'est aussi de la confiance. Et la confiance, c'est le relâchement, etc. On voit bien que sur sa frappe, en deuxième mi-temps, sur le centre de Draxler, où il frappe très fort, c'est pas un geste d'attaquant qui est en confiance, c'est un geste d'attaquant qui veut marquer pour se rassurer, qui a une occasion. Mais le geste de l'attaquant en confiance, c'est de choisir un côté. Là, on voit bien qu'il reprend comme ça vient, très fort, en se disant, bon, ben voilà, et puis le gardien, il est sur la trajectoire, il la sort. Donc l'efficacité, ça vient de là. Mais ça, c'est quelque chose qui viendra. Le côté rassurant, c'est de créer des occasions. Ça, c'est rassurant parce que tu dis, bon, ok, ça commence à venir. Quand ça va se décanter, effectivement, voilà, la confiance va revenir et l'efficacité avec.
Après, effectivement, les côtés bah ouais, quand tu n'as pas la qualité de centre de Bernat et de Florenzi, bah, tout de suite, tu vois la différence. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais il y a deux choses essentielles, c'est le côté physique et la confiance. Nico, c'est vrai que sur le côté physique, les Parisiens, on peut rentrer dans la deuxième période. Hein. Il y a ce deuxième jaune et donc synonyme de rouge pour Abdou Diallo, j'ai noté à la 65e minute. J'ai une citate en même temps. Hein. Paris a reçu 4 cartons rouges en 2 matchs. C'est autant que les 62 matchs précédents. Hein. Juste pour vous dire les Parisiens qui vont être très rouges en ce moment. Il y a du coup l'entrée de Kimpembe qui remplace Sarabia pour équilibrer un peu la défense. Mais il y a surtout le Paris Saint-Germain qui se retrouve à un moment à 9 parce qu'ils ont fait leur Bernat qui se blesse. Hein. On craint une grosse blessure de côté de PSG. Tourelle a dit qu'il craignait quand même peut-être les ligaments croisés pour le genou. Il y a quand même moyen, vu le fait qu'on voyait Bernat ne pas pouvoir reposer la jambe et il boitait en repartant du stade. C'est vrai qu'ils n'ont jamais lâché et ça, c'est quelque chose que ça a été agréable à voir, en tout cas dans la mentalité des joueurs, de continuer à 9 contre 11. Peut-être aussi on pourra reprocher aux Messins de ne pas avoir appuyé, parce qu'à 9 contre 11, tu ne dois pas prendre un but à la 94e, mais en tout cas, les Parisiens n'ont pas lâché hier. Ils n'ont pas lâché, quitte à se faire contrer d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était un pari risqué, parce qu'à un moment, je me suis dit, il va peut-être falloir se contenter de ce 0-0. Eux, ils ont continué, donc ça, c'est tout en leur honneur. Après, comme le dit bien Yacine, la confiance, c'est évident que c'est quelque chose qui va revenir. Un attaquant qui ne marque pas comme Icardi, ça arrive. Ils ont tous connu ça dans tous les grands attaquants dans leur carrière. Je ne vous rappelle pas Benzema, sa période en équipe de France. Voilà, enfin, c'est des périodes où ça veut pas tourner, donc ça va revenir. Après, sur le côté mental et physique, je trouve que c'est quand même le gros point positif, quoi. Voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas lâché. J'avais entendu dire qu'ils avaient lâché Tourelle, que ça y est, ils en avaient marre. Moi, j'ai pas vu hier le comportement d'une équipe qui avait lâché son entraîneur. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment facile de laisser filer. Et puis après, oui, ce côté physique, on en avait parlé lundi, c'est super important. On avait quand même hier une défense de 4 joueurs. Il n'y en a aucun qui était prêt physiquement. Diallo n'avait pas joué depuis janvier, je crois. Marquinhos sort de 3 semaines d'arrêt avec un coronavirus en prime. Dagba, il a fait quelques apparitions. Enfin, toi, tu as quand même une défense qui est physiquement pas prête sur les 4. Tu rajoutes à ça un Draxler qui n'a pas beaucoup joué, un Sarabia qui est fantomatique. Pareil, Icardi n'avait pas rejoué depuis Lisbonne. Voilà, c'est des joueurs qui ne sont pas prêts physiquement. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Et il faut un peu de temps. Quand tu joues en plus là 3 matchs en 7 jours, bah, c'est difficile de récupérer. En plus, tu rajoutes toutes les suspensions, tu rajoutes les mecs qui sont encore malades. Le groupe aujourd'hui, il est décimé, il n'est pas prêt physiquement. Donc gagner dans ce contexte-là, c'est très très positif. Mousse, comment tu as trouvé toi, cette deuxième période dans la mentalité et dans le jeu? Parce que je le disais, ils ont fini, ils étaient à 10, puis à 9. Ils n'ont pas lâché. Il y a même quand j'ai entendu Nico dire qu'ils ont joué en contre Metz, il y a une belle intervention de Kimpembe. Je ne sais pas si vous vous souvenez à la fin, là où il faut qu'il enlève ce centre, parce que sinon derrière, je crois que c'est 111, il me semble, qui déboule le côté droit pour la reprendre. Ça a été intéressant. En tout cas, il y a des choses quand même à garder de ce match d'hier. Ouais, bah, comme vient de le souligner Nicolas, déjà la solidarité qu'il y a eu en deuxième mi-temps et surtout après l'expulsion de Diallo et la blessure de Bernat, même si l'expulsion de Diallo, moi, j'ai trouvé un peu sévère. Ouais, en plus, il a fait 2 fautes dans le match et il prend 2 jaunes pour 2 fautes. Et le problème, c'est que le premier jaune, il le prend très tôt. Alors, est-ce qu'il oublie, parce que c'est en seconde mi-temps, quoi qu'il en soit, c'était un peu sévère, mais encore une fois, la réaction et le fait de ne pas avoir lâché, même à 9 contre 11, bah ça dit quelque chose. Les mecs ne voulaient pas perdre. Il y a beaucoup de polémiques, ça parle beaucoup autour du PSG et ça parle très peu de football en fait. À chaque fois qu'il y a des polémiques autour du PSG, c'est toujours sur un fait de jeu, sur les disputes, les bagarres qu'il y a pu y avoir lors du Classico. Et je pense que les mecs sont vraiment fatigués. Ce qu'a relevé tout à l'heure Nicolas quand il disait que les joueurs à la fin du match étaient complètement exténués sur la pelouse, je pense qu'il y a les deux en fait. Il y a la fatigue physique et la fatigue mentale. Parce que tu sors d'un final A, tu as vécu quelque chose de grand en termes d'adrénaline, tu es arrivé en finale de Ligue des Champions, tu l'as perdu certes, mais c'est quand même historique. Et puis ensuite, juste après, ça commence les polémiques. C'est-à-dire que le PSG n'avait pas encore rejoué, qu'on parlait que d'Ibiza, des cas positifs, et puis ensuite, il y a eu la défaite à Lens, ensuite, il y a la défaite contre l'ennemi historique. Donc, dans la tête des joueurs, ça ne doit pas être évident. Donc, sur cette deuxième mi-temps, même si Metz était un peu mieux quand même
que la première, parce qu'en première, on a vraiment une grosse possession, vraiment une très très grosse possession. Finalement, Metz a été que très très peu dangereux. Et d'ailleurs, tu parlais de notre défense, Nico. Heureusement que c'était Metz. Moi, j'ai vu un peu, par exemple, Montpellier contre Lyon. Montpellier, ça aurait été autre chose quand même, en termes d'impact physique, etc. Donc, on a quand même la chance d'avoir une défense remaniée face à une équipe qui n'a pas posé beaucoup de problèmes. Donc, moi, encore une fois, je suis satisfait pour toutes ces raisons. Évidemment qu'il y a des choses négatives à dire, mais moi, je préfère retenir le positif et me dire on n'avait pas de physique, on n'était pas prêt. Et à 9, on n'a pas lâché jusqu'au bout. Et la dernière action de Di Maria, quand il met vraiment tout dans son accélération, mais absolument tout. C'est la dernière goutte d'essence dans le réservoir. Ouais. Et rien que pour ça, on ne peut pas leur en vouloir, en fait. Donc, c'est très bien. Yacine, c'est vrai qu'en plus, non seulement on parlait d'une efficacité du Paris Saint-Germain, mais les Messins peuvent dire quand même merci à Okidje d'avoir repoussé l'échéance aussi longtemps, parce que tu en parlais tout à l'heure, il y a le beau centre de Draxler et la reprise d'Icardi dans la surface. Et il y a aussi 2 minutes après la belle action entre Di Maria et Icardi, où Di Maria s'appuie sur Icardi qui lui remet, et il y a cette belle intervention. Même sur le centre de Di Maria, dont tu parles, Mousse, sur le but, c'est encore lui qui l'enlève, mais Draxler est là pour la mettre dans le but vide. Mais c'est aussi lui qui a repoussé longtemps l'échéance et les Parisiens ont eu les occasions pour scorer. Oui, mais moi, malgré tout, je suis obligé de mettre un bémol. C'est que, après, c'était ma sensation pendant le match, mais même si Metz n'a pas proposé grand-chose, il y a quand même sur chaque contre, on n'est pas serein. Il y a le premier centre de tout début de match là, qui passe au deuxième poteau et Diallo ne peut pas redresser. Il y a le mauvais contrôle de Nian. Mais en fait, heureusement qu'on rencontre Lens et Metz, qui ont des joueurs très, très, très limités techniquement. Il y a Boulaya qui était intéressant. Voilà, mais c'est tout. Les autres, c'est des joueurs volontaires et tout, mais techniquement, c'est pas possible. Vincent Pajot, c'est pas terrible. Voilà, donc heureusement, parce que sur les je crois que c'est entre la 87e, justement, quand après la sortie de Bernat, et la 90e, il y a 3 situations. Il y a la frappe de Mazis, je crois, qui passe juste à côté. Il y a le centre que Kimpembe sort. C'est-à-dire que sur chaque situation, malgré tout, t'es pas serein, t'es à l'arrache, t'es pas loin de la catastrophe. Voilà, donc, encore une fois, hein, il y a le côté physique, ils sont pas prêts, etc. Mais c'est inquiétant là-dessus. Par contre, c'est vrai que devant, il y a quand même. Non, mais Yacine, juste coupe. Il y a quand même une charnière Marquinhos, Diallo. Les mecs n'ont pas beaucoup joué, surtout Diallo. C'est pour ça que moi, je ne veux pas être trop dur, surtout avec le pauvre Abdou Diallo. Il a pas joué les 6 derniers mois pour blessure. Et Marquinhos, il n'a pas repris à cause du corona, etc. Donc, lui aussi est en manque de rythme. D'ailleurs, tu as remarqué que Marquinhos, il a fait quelques erreurs inhabituelles. Il remet sur Navas, il la met en corner, etc. Donc, voilà, il faut aussi prendre en compte les paramètres du match et notamment la préparation de Marquinhos et Diallo. Donc, moi, je peux pas être trop dur avec ces 2 joueurs-là, quoi, en fait. Voilà. Je te laisse finir, Yacine. Ouais, vas-y, Yacine, tu veux c'est bon, vas-y. Après, non, mais ce que dit Yacine, il a raison, que le fait de rencontrer aussi des équipes aujourd'hui qui sont limitées, c'est une chance pour le Paris Saint-Germain. C'est sûr que rencontrer, et je vais me faire encore des amis, c'est pas grave, mais Lens, Marseille, Metz, les 3 équipes qu'on a vues, c'est faible. C'est très très faible. Il y a des équipes qui proposent pas grand-chose dans le jeu. Metz a été plus dangereux que l'OM hier, il faut en avoir conscience quand même. Les contre messins étaient quand même beaucoup plus dangereux, ils ont fait plus mal. Marseille ne nous a pas du tout gênés comme ça. Hier, on a vu effectivement que sur la finition, c'est très limité, tant mieux pour le PSG. Le même match qu'on a vu face à une bonne équipe de Montpellier, de Lyon, de Rennes, de Lille, c'est pas la même. Mais quand on va affronter ces équipes-là, on va avoir des joueurs qui ont retrouvé du rythme, on va avoir des joueurs qui ont purgé leur suspension, et tout ça, ça va se mettre en place. Il n'y a aucun doute sur le fait que ça se promette en place. Il faut être patient. Et la chance, encore une fois, du PSG, c'est pour l'instant 3 matchs. Alors, bon, il y a eu 2 défaites qui auraient dû être a priori 2 nuls, ça n'aurait pas été volé non plus. Voilà, la chance, elle est là. Pour l'instant, le calendrier, il offre des équipes qui ne sont pas dangereuses. Mousse, parlons du buteur du match, Julian Draxler, qui a touché 72 ballons hier, qui a joué tout le match. Il n'avait plus marqué depuis octobre 2018. Vous vous souvenez, c'était au Vélodrome contre Marseille où il avait fait cette fameuse célébration face au COP. En championnat. Oui, en championnat. Parce qu'il a marqué en coupe. Oui, en championnat, je parle évidemment. Il avait mis en 11 matchs de Ligue 1 l'année dernière, il avait fait 5 passes décisives, mais 0 but.
Mousse, comment tu l'as trouvé, toi, Julian Draxler? Est-ce qu'il sauve son match avec son but? Est-ce qu'on parle différemment de son match s'il ne marque pas? C'est ma question. Tu sais, hier, moi, je parle souvent avec mon poteau Yacine le soir, tu vois. Les deux vieillards, on échange, tu vois. Et moi, naïvement, je lui envoie un message parce que, en fait, Draxler, il part de tellement loin que lorsqu'il réussit un contrôle, on dit, waouh, il a fait un super match, en fait, tu vois. Et je crois que c'était un peu ça dans ma tête. C'est-à-dire que je l'ai vu faire 2-3 bonnes choses. Alors, évidemment, il n'a pas été constant sur les 90 minutes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, déjà, il joue titulaire, il ne rentre pas. Donc, déjà, c'est différent du dernier match. Et quand il est rentré face à Marseille, il a été catastrophique. Là, sur ce match, écoute, je l'ai trouvé déjà un peu plus concerné. Il a fait moins d'erreurs techniques en 90 minutes qu'en 20 minutes contre Marseille. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, il a fait du Draxler. C'était pas Neymar, ça, c'est sûr. Mais voilà, il a essayé de combiner, il a essayé de trouver des solutions. Il est venu demander le ballon, il a bougé. Écoute, on va dire que c'est un match correct de sa part. Voilà, je laisserai Yacine l'achever. Moi, encore une fois, je ne vais pas être trop dur avec lui parce que je l'ai vu faire quand même 2-3 trucs assez intéressants. Voilà, il faut qu'il se remette dedans. Et ça, c'est sûr que je ne suis pas satisfait à 100%. Et en ces temps compliqués, il vaut mieux quand même pouvoir compter, même si évidemment, Julian Draxler depuis quelques temps c'est compliqué, mais il faut mieux avoir un joueur comme ça dans son effectif. Déjà que c'est... Et encore une fois, pour finir, d'habitude, dans les arrêts de jeu, quand il est sur le terrain, ce n'est pas le genre de mec à courir et à faire les efforts. C'est ça. Tu vois. Donc là, il suit derrière Di Maria, il finit l'action. Bon, on peut déjà mettre ça à son crédit, c'est pas mal. Yacine, avant de le dégommer, au moins, est-ce que sur l'intention, à la 94e, d'aller mettre cette tête dans le but vide, au moins on peut reconnaître qu'il a fait l'effort? Bien sûr, mais tu vois, je lisais d'Amouma. Non, mais je lisais une interview d'Amouma dans l'équipe ce matin. Ouais, très intéressant d'ailleurs. Où il explique que si tu fais un mauvais match, mais tu es décisif, tu as réussi ton match. Et en fait, on en est là. Ça veut dire que malgré tout, Draxler, il est quand même dans quelques situations. La frappe d'Icardi, c'est lui. Il fait un beau dribble avant de centrer, etc. Donc c'est intéressant. Voilà. Moi, je pense qu'il y a plein de choses autour de Draxler. Il y a ce que lui, il est capable de faire. Il faut savoir que Draxler, quand on connaît son parcours, en fait, c'est pas une surprise qui arrive au PSG. Il a toujours un peu mal fini, entre guillemets, dans les clubs où il est passé, même en Allemagne. C'est un joueur qui a du talent, mais qui te le donne sur trop peu de périodes, en fait. Et je pense aussi qu'on s'est trompé au PSG sur son utilisation. Trop souvent, il a joué dans les 3 du milieu, parfois même dans les 2 du milieu. Et là, hier, il était plus haut, il était plus sur un côté, ce qu'il a beaucoup fait dans sa formation. Et quand il arrive au PSG, rappelez-vous, les 6 premiers mois, ils sont très bons et il évolue là-haut. Et il est gauche. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une perte de confiance. On en avait parlé aussi du fait que Thomas Tuchel ne s'occupait que des titulaires. Et lui, à un moment donné, il a été un peu mis de côté. Il l'avait mal vécu. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, en fait, je pense qu'il y a aussi l'histoire du salaire et de ce qu'il a coûté. On attend autre chose de Draxler qui a coûté 35 ou 40, je ne sais plus, et qui touche 700 000 euros par mois. Et en fait, c'est ça aussi le problème du PSG. C'est qu'on a des joueurs qui ont des salaires qui sont au-dessus de ce qu'ils valent réellement, mais nous, en tant que spectateurs, etc., on se dit, mais le mec, on lui donne 700 000 euros, il ne peut pas se comporter comme ça. Donc, en fait, c'est tout un mélange de plein de choses. Hier, je ne dis pas qu'il sauve son match, mais en fait, ça lui permet aussi de relever la tête. Voilà, il est décisif, il donne le but de la victoire. Il sauve peut-être un peu Tourelle aussi. C'était ma deuxième question, Nico. Je te l'englobe avec la première. Tu peux me donner ton avis, évidemment, sur Julian Draxler et son match hier. Mais est-ce que le but de Draxler, ça ne sauve pas un peu Tourelle qui, en cas de défaite, aurait pu sauter dans la semaine, dans les jours qui arrivaient? Alors, je vais déjà parler de Draxler et répondre à Yacine. Je l'ai déjà dit à Yacine sur Twitter, il est trop romantique. Il n'est pas fait pour le football moderne, Yacine. Il me parle d'argent aujourd'hui. Voilà, bon, Draxler, il gagne bien sa vie, tant mieux pour lui. Et moi, c'est pas là-dessus que je vais juger Draxler. Après, je ne vais même pas le juger beaucoup parce qu'il y a 2 joueurs avec lesquels j'ai beaucoup de mal à être négatif. Le premier, c'est Javier Pastore et le deuxième, c'est Draxler. Voilà, moi, j'aime ce genre de joueurs qui ont une élégance sur le terrain, qui ont une finesse technique, qui ont quelque chose que les autres n'ont pas forcément. Ils apportent quelque chose en plus. Moi, j'aime voir ce genre de joueurs. Alors oui, le Draxler du moment, il n'est pas en confiance, il manque de rythme,
il manque de plein de choses. Mais le match d'hier, moi, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il fait ce qu'il peut faire et il le fait bien. Et puis surtout, voilà, il marque. Il marque le but et à l'arrivée, c'est ce que moi, j'ai envie de retenir. Est-ce qu'il sauve Tourelle? Non. Je vais dire non parce que je ne pense pas que Tourelle était en danger après ce match-là. Même si je sais que les Qataris, sur un coup de chaud de l'émir, ça peut aller très très vite. Mais je ne vois pas aujourd'hui le PSG virer Tourelle maintenant en plein début de saison, sachant que ça va coûter beaucoup d'argent et qu'il y a déjà des joueurs à acheter. Donc, je pense que si Tourelle doit sauter, c'est que ça se passe très mal jusqu'à la trêve et qu'il ne passe pas plus loin, qu'il s'arrête là. Mais d'ici là, sauf cataclysme, évidemment, hein, si tu prends que des 2-3-0 pendant les 4-5 prochaines journées, oui. Mais je ne pense pas qu'hier, il était en danger. Pas hier, en tout cas. Et maintenant, ouais, vas-y. Juste sur Draxler. Justement, le truc, c'est que moi, à l'inverse de Nico, c'est que Pastore et Draxler, c'est des joueurs que j'aime. Mais en fait, je crois que j'ai envie que ça fasse plus que ça. Et c'est la déception de me dire, quand tu as ce talent-là, comment c'est pas possible, quoi. Et en fait, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que lui, il est indulgent. Et moi, en fait, je suis plus exigeant avec les joueurs. Je me dis, c'est ça le football que j'aime. Putain, mais donnez-moi autre chose, quoi. Yacine, il veut de la continuité sur 90 minutes. Il veut pas des non, c'est ça. Non, mais c'est un romantique, mais quelque part, il a aussi cette exigence. Et il n'est pas fait pour le foot d'aujourd'hui, Yacine Poisson, c'est sûr. Il arrive 30 ans trop tard. Hein. Il avait dit dans un tweet, Nico, effectivement, il est plus fait pour le foot des années 80. Oh, peut-être c'est parce que j'ai connu l'autre foot aussi. Et là, t'es coincé. Là. C'est un amoureux de Riquelme, l'ami Yacine. C'est pour ça aussi. Mousse, est-ce que tu penses comme Nico aussi que le but de Tourelle, le but de Draxler n'a pas sauvé, enfin n'aurait pas condamné Tourelle en cas de défaite si Draxler n'avait pas marqué? Mais en cas de défaite ou de nul, est-ce que Tourelle, tu penses, n'aurait pas sauté? Par le fait que, en plus, tu perds Juan Bernat, donc il faudra possiblement peut-être acheter un autre arrière-gauche, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il aurait sauté directement, comme vient de le dire Nico. Je pense que ça aurait aggravé un petit, on va dire, sa situation. Mais je ne suis pas sûr qu'il aurait sauté directement. Mais trois défaites en début de championnat, comme l'a dit Nico, et ça, il a raison. Au Qatar, tu peux vite dégoupiller et prendre une décision. On se rappelle la défaite, même si c'est en Ligue des Champions de. Oui. Juste, les gars, parce que ça fait 3 fois que vous dites 3 défaites. Quoi qu'il arrive, on aurait fait match nul hier. Pour dire que depuis tout à l'heure, vous faites. Mais oui, tu as raison, mais en vérité, pour le PSG, à ce moment de la saison, c'est considéré comme. Tu as raison, c'est un lapsus révélateur, tu as raison. Mais quoi qu'il en soit, oui, ça aurait sans doute un peu plus aggravé sa situation. Maintenant, il a quand même des circonstances atténuantes. Hier, et encore une fois, il n'a pas tout son groupe. Tu prends un carton rouge malheureux, tu perds un joueur, et là, c'est pas la faute de Thomas Tuchel si Bernat se blesse. Mais par contre, ça aura ajouté un peu plus de pression. Donc là, ce qui est bien pour le coach, c'est qu'il peut travailler sereinement pour le prochain match qui est dimanche, il me semble, à un horaire inhabituel, 13h. 13h, ouais. Pour nos amis chinois. Exactement, nos amis asiatiques. D'ailleurs, c'est curieux parce que la saison dernière, c'était exactement le même match. Effectivement. C'était face à Nice. Ah oui, c'était Nice-PSG, oui, c'est vrai. Et ça avait été dégueulasse. Ouais. Exactement. Yacine. Et donc, et pour finir sur Tuchel, il a peut-être encore un peu de crédit, mais il va falloir quand même que sur les prochains matchs, on monte en puissance. Parce qu'il n'arrête pas de dire qu'on est en préparation, il a raison, mais il va falloir aussi montrer un peu autre chose maintenant. Hier, ça a commencé déjà en première mi-temps, dans le jeu, etc., dans les mouvements. Il y avait quand même des choses intéressantes. Bon, j'ose espérer que dimanche, on va monter crescendo en puissance. On sera encore privé de Neymar, Paredes, etc. Je crois que Mbappé, il y a peu de chances qu'on le voit, finalement, Yacine. Hein. Il n'a pas repris l'entraînement encore collectif. Ouais. Je pense que ça va être encore limite. Mais là, c'est face à Nice, même si Nice n'est pas très bien en ce moment. Bon, il faudra montrer autre chose et encore mieux. Yacine, parce que c'est vrai qu'il y a, malgré la victoire, évidemment, qui est quand même bien pour le Paris Saint-Germain, pour lancer sa saison, il y a des mauvaises nouvelles avec le carton rouge de Abdou Diallo, la blessure de Bernat. Comment le prendre par rapport au contexte du Paris Saint-Germain? Est-ce que ça peut lancer cette victoire, lancer leur saison, leur faire un déclic, malgré le fait que tu as encore des joueurs qui sont suspendus, qui vont revenir de blessures, etc. C'est un peu compliqué encore dans la gestion du groupe pour Tourelle.
Oui, c'est compliqué parce que quand tu perds des joueurs comme ça chaque semaine, faut que tu recomposes, faut que tu ailles chercher d'autres joueurs, etc. Donc c'est compliqué. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que en fait, les victoires, elles te permettent de donner de la confiance et de gagner un peu de temps dans tout ce qui se passe autour. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, la victoire, elle fait que du bien. Même s'il n'y a pas la manière, même s'il y a des choses à dire. Voilà, quand tu commences à gagner, on a vu plein d'équipes commencer un championnat, pas être dans les annoncés dans les 5 premiers. Et puis finalement, à force d'enchaîner, prendre confiance, ben, tu te retrouves deuxième, troisième. Voilà, donc ça permet de mieux travailler malgré tout. Ça permet aussi aux joueurs de récupérer plus vite, parce qu'on sait qu'on récupère beaucoup plus vite quand on a gagné un match. euh, voilà, après c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui n'aident pas Tourelle. Voilà, la blessure de Bernat, on va pas se mentir. Ça ressemble au croisé. Voilà, dans la façon dont les docteurs l'ont manipulé, dans la douleur qu'il a ressentie et l'endroit qu'il montrait. Voilà. Alors, on espère que ce ne sera pas ça, parce que bon, il y a toujours une chance. Maintenant, ça sent pas. D'ailleurs, je trouve 2 secondes. Hugo, n'hésite pas. Hein, si ça tombe, je ne sais Oui, pas si c'est dans ton écran, mais ça peut tomber ce matin, parce qu'il est parti à l'hôpital directement hier après le match. Et donc, je pense qu'on devrait avoir des nouvelles incessamment sous peu. Je suis connecté, Mousse. Ouais. N'hésite pas. Voilà. Vas-y, je t'informerai évidemment. Voilà, après le fait de gagner, ça t'aide aussi à prendre le temps pour récupérer les autres. Parce que si tu es dans l'urgence de résultats, tu vas peut-être à un moment donné lancer Mbappé, par exemple, il reprend samedi, tu le lances dimanche. Alors que si tu enchaînes les matchs avec même si c'est pas beau, si tu gagnes, ben, tu vas te dire bon, c'est bon, on n'est pas loin encore. Mbappé, on peut le laisser sur le banc, démarrer un match sur le banc à la reprise, etc., etc. C'est un confort de travail en fait. Ouais. Et là, je lisais l'équipe qui parlait justement de la blessure de Bernat, que ce serait à minima une entorse du genou gauche, mais il passera des examens complémentaires aujourd'hui pour déterminer la durée exacte de son indisponibilité. Mais pour l'instant, rien n'est tombé sur l'ami Bernat. Nico, est-ce que ça peut. Je vais te poser un peu la même question qu'à Yacine avant qu'on se penche sur les sanctions du Classico qui ont été connues hier soir. Est-ce que ça peut leur servir de déclic et au moins faire du bien dans les têtes et gagner du temps justement sur récupérer physiquement et appréhender ce prochain match contre Nice? Oui, dans les têtes, de toute façon, ça va forcément faire du bien de gagner un match. Ça va aussi rapprocher les joueurs, parce que ce que nous, on vit de l'extérieur, eux, de l'intérieur, ça doit être décuplé. Il y a quand même une succession d'éléments contraires. On se moque de Tourelle quand il dit ça, mais c'est vrai que le PSG, actuellement, n'a pas de chance. Ça joue aussi. Ça n'explique pas tout. Mais voilà, actuellement, il y a un mauvais karma autour de ce groupe. Donc là, ça va encore forcément resserrer les liens et c'est bien. Le seul truc que moi je trouve très embêtant, c'est que tous ces turnovers liés aux blessures, aux suspensions, aux malades, ça t'empêche d'avoir des joueurs qui enchaînent, ça t'empêche d'avoir un 11 qui commence à se dessiner. Tu es vraiment dans le bricolage à chaque journée et donc c'est pas évident de stabiliser un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, même si tu as 2 défaites au compteur, je trouve que c'est pas si mal que ça. Il y a une progression match après match, même si elle n'est pas toujours énorme. Et ça va forcément rentrer dans l'ordre quand tu vas avoir récupéré d'ici 3-4 matchs 90% de ton effectif avec tes meilleurs joueurs. Ça va forcément commencer à se mettre en place. Je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça, mais ça va prendre un peu de temps et voilà, il faut éviter les contre-performances là maintenant. Si tu peux éviter de perdre à Nice déjà, ça peut être pas mal parce que sinon tu vas repartir dans un cycle un peu négatif. Donc c'est pas évident à gérer après. T'es du même avis, Mousse? Bah ouais, pour compléter ce que vient de dire Nicolas, c'est déjà pour le poste derrière gauche, il en parlait Yacine. Là, tu risques de jouer. Alors, normalement, ça devrait être Baker, même si évidemment Diallo peut jouer à ce poste, mais je ne suis pas sûr qu'avec le manque de rythme qu'a Abdou Diallo, le poste de latéral gauche, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Je ne suis pas sûr qu'il installe Diallo à ce poste-là tout de suite. Je pense que Baker va sans doute le remplacer. Et franchement, quand on voit les 50 premières minutes, je crois qu'il joue 55-60 avant d'être remplacé, Baker, il a clairement pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Et même en Ligue 1, ça paraît compliqué. Même s'il est volontaire et qu'il essaye d'apporter quelque chose. On a vu ses centres hier. C'est le 3e poteau. Ouais, je suis un peu inquiet par rapport à ça. Alors, ou bien Leonardo nous sort de son chapeau un Florenzi côté gauche. Je sais qu'il y avait eu, à l'époque où Kurzawa devait partir, il s'était penché sur le cas Tagliafico. Il y avait aussi le joueur de Reguilón, mais on parle d'un accord entre le Real Madrid et Tottenham. Donc, je ne sais pas encore où ça en est.
Donc, il va falloir que Leonardo se penche sur ce cas, parce que là, il ne va pas avoir le choix. Tu ne peux pas te priver pendant. Parce que même si c'est une entorse, Yacine, c'est quoi? C'est 1 mois et demi, 2 mois? Une entorse du genou? Plus. Ouais, ça dépend de la gravité, mais ouais, c'est au moins. Voilà, mais enfin, on va dire, allez, minimum 1 mois et demi, on va dire. Et ce qui va correspondre à l'absence aussi de Kurzawa, 6 matchs, ça va représenter, même si là, on enchaîne les matchs tous les 3 jours. Donc, à mon avis, d'ici peut-être pas Nice, mais après, possible qu'on voit l'arrivée d'un latéral gauche. Après, il y a... Ouais, après, si c'est pas un poste prioritaire, comme ça n'était pas le cas, tu peux continuer à bricoler. Entre, tu disais Diallo, ponctuellement, tu peux aussi mettre Kimpembe à gauche. Tu peux aussi basculer un arrière droit comme Dagba, même si c'est pas non plus la solution idoine, mais tu as quand même des solutions pour bricoler malgré tout. Donc oui, sur une grosse blessure, Nico, je pense qu'ils feront l'effort de. Alors, c'était peut-être pas prévu dans le budget, tu vois ce que je veux dire, mais. Oui, mais une grosse blessure. Si elle est croisée, je suis d'accord. Si c'est 1 mois d'absence, je ne sais pas si c'est intéressant d'aller mettre 10-15 millions sur quelqu'un pour compenser 1 mois. Je ne pense pas que ce soit la priorité, en tout cas. Il y a aussi ça va correspondre au début de la Ligue des Champions, en fait. Donc, tu as besoin quand même de récupérer un joueur. On verra. Ouais, on verra. Il y a Timothée Pembele aussi, qui est le capitaine des U19, qui peut jouer arrière-gauche à ce poste-là. Mais évidemment, ce serait aussi du bricolage. Je vous rappelle que Bernat n'a pas encore prolongé et que ça ne sent pas très, très bon. En tout cas, ça ne sentait pas très bon. Alors, peut-être que ça s'est. Peut-être qu'il y a eu des améliorations dans les négociations, mais aux dernières nouvelles, voilà, Leonardo ne voulait pas donner à l'agence ce qu'il réclamait. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est possible aussi. Et si effectivement, c'est les croisés, bon, bah, je pense que l'agent de Bernat va rappeler Leonardo pour lui dire finalement, on accepte la prolongation. Parce que si c'est les croisés, je sais pas après, voilà, il n'a pas d'autre choix que de prolonger ou attendre la saison prochaine pour lui aussi partir les pas. Yacine, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a la rentrée d'un jeune prometteur du PSG, aussi des 19, Biandougou Fadiga, qui a disputé ses premières minutes en L1 et en Pro hier, qui a été intéressant sur ses prises de balles, on l'a vu, qui est plutôt calme, serein, mais on voit dans la conduite de balle, il y a quelque chose. Donc ça peut être aussi intéressant pour la saison, dans les postes offensifs en tout cas. Ouais, c'est un bon joueur. Après, il a vécu une grosse blessure, c'est pour ça qu'il a mis un peu plus de temps à arriver. Mais c'est un très bon joueur. Après, c'est un milieu à la base offensif. Mais qui peut jouer comme ça dans les deux du milieu si on joue en 4-4-2 par exemple. Oui, c'est intéressant. Après, moi, comme je l'avais dit la semaine dernière, le truc c'est que si à partir du moment où on fait signer des jeunes professionnels et qui sont dans le groupe, pour moi, on ne peut pas m'expliquer qu'ils ne peuvent pas rentrer. Alors, ok, l'idéal, c'est de les faire rentrer dans un bon contexte, quand tu as 10 points d'avance, quand tu mènes 3-0. Voilà. Malheureusement, des fois, tu ne peux pas. Donc, moi, ça me pose problème quand on a des jeunes professionnels qui ne rentrent pas en se disant ah, je ne peux pas les faire rentrer maintenant. Mais non, parce que, encore une fois, ce n'est pas le problème de ne pas les faire rentrer maintenant, c'est le problème de toi avoir assez de recul pour dire j'en attends pas quelque chose d'exceptionnel. Je ne vais pas lui en vouloir de se rater s'il rentre 15 minutes dans un match comme ça. En fait, c'est ça le truc. Et je prenais souvent l'exemple d'Mbesso. Mbesso, il a disparu l'année dernière après le match de Reims. Pour moi, c'est une erreur de gestion. Il s'est raté dans un contexte compliqué, dans une équipe remaniée, qui avait été mauvaise ce jour-là, et c'est lui qui paye. Non, toi, tu dois avoir le recul pour te dire ok, il n'a pas été bon. Est-ce que je l'ai mis dans de bonnes conditions? Je ne peux pas lui en vouloir à lui. Par contre, je peux en vouloir à un gros joueur, par exemple un cadre, entre guillemets, que tu fais rentrer et qui se rate. Oui, je peux lui en vouloir, mais pas un jeune comme ça. D'ailleurs, il a parlé après le match, Fadiga, justement, il a joué 12 minutes, il a touché 7 ballons. Il a expliqué justement ce que le coach attendait de lui à son entrée. Il a dit, lors de mon entrée en jeu, le coach m'a dit de jouer relâché, de jouer les 1 contre 1, de défendre et d'aider l'équipe au maximum. Les premières minutes étaient difficiles car l'intensité était élevée. Ça me fait penser à ce que tu disais, Yass. Mais après, on prend la confiance. Il y a eu beaucoup de délivrance sur le but quand on a joué à 9 contre 11. J'ai tout lâché en sautant sur Julian Drexler. Juste sur des jeunes, quand tu fais rentrer comme ça, Yacine, c'est pas trop ce que tu attends toi de lui. C'est comment lui il va vivre son expérience. Hier, le petit Fadiga, ce qui est intéressant, c'est qu'il rentre, il n'est pas du tout inhibé, il joue. Il prend ses responsabilités. D'ailleurs, sur le but, c'est lui qui est à l'origine de l'action. Donc, c'est super. Mais maintenant, imagine sur un match, on avait parlé notamment de Kalimundo contre l'OM. Tu le fais rentrer. Le match se passe mal. Il rate une énorme occasion. N'importe quoi. Imagine un truc qui se passe très mal pour lui. Après, c'est comment lui va vivre ça. Si derrière, il se plombe la tête parce qu'il a raté son entrée, parce qu'il s'est rendu compte que c'était plus dur que prévu, elle est là, la difficulté de la gestion des jeunes. C'est pas trop ce que tu attends toi. Et là, Fadiga, s'il fait 7 minutes dégueulasses avec 3 passes ratées, une perte de ballon,
Tourelle, il ne va pas lui tomber dessus. Mais est-ce que lui, derrière, il est capable mentalement de se dire « Oh là là, j'ai pas le niveau. J'ai déconné, j'avais ma chance, j'ai raté. » Et derrière, il peut plonger. Il est un peu là, le risque. Oui, je suis d'accord, mais justement, c'est là le rôle du coach. C'est-à-dire que quand tu refais plus rentrer Mbesso de toute l'année, pour moi, le message, c'est ça, justement. C'est tu t'es raté, tu dégages. Mais le rôle du coach, c'est justement, ok, tu t'es raté, mais de toute façon, il y a même des grands Yacine, joueurs. de toute façon, il ne le faisait pas rentrer avant. Mbesso, on se rappelle tous que quand il le fait monter dans le groupe pour ce match-là, c'est parce qu'il y a des blessés, il y a des absents. Oui, je sais. Donc je pense que même s'il avait réussi son match, je ne suis même pas sûr qu'il était maintenu dans le groupe, en gros. Tu vois, oui, parce que c'est le dernier exemple. Et en fait, effectivement, tu as raison, Nico, c'est la gestion du joueur, ça c'est clair et net. Mais l'entraîneur, il est aussi là pour aider cette gestion. De lui dire, ok, c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Après, il y a une différence quand tu es jeune attaquant et jeune défenseur aussi, tu vois. Tu peux rater un but, c'est pas très très grave. Défenseur, tu rates une action qui emmène un but. Maintenant, là, ça peut te traumatiser. Ouais. Non, mais bien sûr. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, effectivement, ça peut être prendre vite de l'ampleur, ça c'est clair et net. Après, c'est aussi une gestion du coach. Tu sais, quand tu vois, très rapidement, quand tu vois Dagba hier qui a mis un petit tweet pour dire voilà, on a gagné, on est content, on continue. Quand tu vois la violence des réactions en dessous, où c'est que des commentaires à base apprends à centrer, tu nous fais chier avec tes passes en retrait. Toi, un gamin, c'est pareil, un jeune qui lit ça, qui découvre ça, tu sais pas comment il va réagir. Donc, je pense que le protéger, c'est bien. Après, comme tu dis, Yacine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut les lancer régulièrement, il faut leur donner du jeu. Si ça se passe mal, c'est pas grave, tu le remets en confiance en lui redonnant du jeu et comme ça, ils vont progresser. Mais c'est quand même pas simple. Ouais, bien sûr. Peut-être au PSG encore moins qu'ailleurs. Bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis, Nico, sur le tweet de Dagba et les réactions qu'il y a en dessous des pseudo-supporters. C'est ces mêmes supporters qui vont nous insulter, nous, lorsqu'on sort un article. Yacine, il y a 2-3 jours, au lendemain, et je suis très rapide, Hugo, au lendemain de la défaite contre Marseille, on sort un papier sur la fragilité mentale un peu de Neymar depuis son passage au PSG. C'est sa 3e saison et c'est pas la première fois qu'on l'a vu dégoupiller. D'accord ? Et en préambule, Yacine précise bien que là, il met à part l'affaire Alvaro Neymar. C'est bien précisé en préambule. Hein. Donc on parle de son attitude en général et le fait qu'il parle tout le temps, qu'il dégoupille assez facilement. Il avait déjà pris un rouge face à Marseille lors de sa première saison au Vélodrome. Et des histoires comme ça, il en a fait plein. Bref, on s'est mangé un torrent d'insultes sous ce papier pour dire qu'on était des ennemis du club, qu'on n'était pas un média pro-parisien, etc. C'est les mêmes personnes. C'est des gens qui te reprochent d'être contre ton club parce que tu dis des vérités, en fait. Hein. Enfin, tout ce qu'on a dit, c'était la vérité. Hein. C'était factuel, en fait. Et un joueur comme ça, tu vois, il a fait le match qu'il a fait, hein, Dagba. Hein. Et tu viens le pourrir d'insultes, etc. Et surtout, moi, ça me fait rire quand je vois des coms qui disent « dégage de mon club ». Pour moi, c'est les meilleurs, ces mecs. Voilà, c'était juste pour faire une parenthèse sur les haters. C'est important de préciser, Mousse. Parlons maintenant des sanctions qui sont tombées hier après le Classico, justement, rendues par la commission de discipline de la LFP sur les joueurs qui ont été expulsés. Alors, Layvin Kurzawa a pris 6 matchs fermes. Jordan Amavi, côté Marseille, 3 matchs fermes. Paredes et Neymar, 2+1, donc 3 matchs avec 1 en sursis. Benedetto, 1 match ferme. Il y a ouverture d'une instruction après les accusations de racisme visant Neymar. La Ligue dispose d'éléments qui doivent faire l'objet d'investigation. André Di Maria, lui, est convoqué mercredi prochain pour son crachat sur Álvaro González pour étudier l'affaire. Les sanctions, elles vous paraissent justifiées, mauvaises, excessives Yes. Justifié, oui. Même si l'histoire de Paredes est un peu ambiguë parce que normalement 2 jaunes, il n'y a jamais d'histoire de match. Ils ont jugé son excessivité lors de son entrée. Bon. Oui. Bref, mais bon, ça c'est pas un drame. Par contre, j'aimerais comprendre si Kurzawa il s'est battu tout seul, parce que quand même à ma vie, il prend 2 fois moins de matchs que Kurzawa. Et pour moi, c'est un peu logique. Pas pour moi. Parce qu'en fait, les deux, ils se parlent. Et effectivement, c'est Kurzawa qui vient en premier, mais tu peux pas donner 3 matchs à un mec. Mais en fait, c'est pour ça qu'il a 3 matchs. C'est parce que lui, il subit l'agression, en gros, et après, il se défend. Donc, je pense que c'est logique, en fait. Quand tu regardes les images, il subit pas tant que ça, parce qu'il est bien dans la... Non, mais il met pas le premier coup, c'est ce que je veux te dire. Quand je dis subit, tu m'as compris. Non, mais il en met même pas un seul, parce qu'il est maladroit, il rate son coup de pied. Il rate ses centres, il rate ses Et après, et ensuite, et Nicolas a raison, et ensuite, tout le monde le ceinture et en fait, il prend une demi-gauche,
un middle kick foiré. D'ailleurs, il faudra que je dise à Kurzawa, pour ces 6 matchs de suspension, je peux lui présenter 2-3 gars qui pourront lui donner, apprendre à mettre un vrai coup de pied, parce que là, il était plutôt foiré. Un peu d'MMA, ça lui ferait pas de mal, parce que le coup de pied, il était un peu foiré. On fait de l'humour, bien évidemment. Mais bon, pour moi, c'est logique. Après, je te laisse finir. Pour moi, autant de matchs, c'est pas... Enfin, autant d'écart entre les deux. Voilà. Après, bon, de toute façon, c'est la commission de discipline. Enfin, il y a des images, il y a plein de choses. Ils font... C'est eux qui gèrent. Voilà. Moi, je n'ai pas forcément envie de discuter là-dessus. Par contre, tout ce qui va se passer après, je crois qu'il va y avoir des choses à dire. Ouais. Nico, toi, sur ces décisions rendues Ouais, je pense que c'est assez logique. Bah, les cartons rouges pour les Marseillais, on pourra pas en parler, hein, parce qu'on s'en fout un peu. Ouais, il y a que Paredes, on peut effectivement considérer qu'il y a un match en trop, mais il est rentré avec ses yeux de fou, donc rien que pour ça, il méritait un match en plus peut-être. Et puis après, Kurzawa, c'est le barème. Je trouve même que pour Neymar, moi j'avais peur de plus, parce que j'ai vu des images au Late Football Club, je crois, où on voit qu'en fait il a tapé avec le poing. Hein. C'est pas une claque, hein, c'est un petit coup de poing. Alors bon, c'est pas violent non plus, hein, mais il y avait le poing fermé sur l'action. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas considérer que c'est un peu plus grave? Et puis après, Di Maria, on sait qu'il va prendre ses 5 matchs. De toute façon, il n'y aura pas de secret là-dessus. Et puis l'histoire Neymar, Alvaro, je pense que ça va se finir par on n'est pas capable de juger, on renvoie tout le monde chez soi, merci, parce que ça va être compliqué d'en sanctionner un et pas l'autre. Donc je pense que ça se finira comme ça. Mais bon, c'est pas grand-chose à dire de plus. Hein. Ouais, non, mais il fallait quand même les relater et en parler. En plus, Mousse, ils ont engagé au Paris Saint-Germain des experts pour lire sur les lèvres, etc., pour essayer de trouver le moment où Neymar donc, accuse Alvaro González de le traiter de singe. Bon, on attend les résultats. Apparemment, c'est Bein Sport, hein, mais Bein Sport. Moyen-Orient. Comment ? Moyen-Orient. Voilà, Moyen-Orient qui aurait des images avec une caméra isolée sur Neymar et donc qui vont donner ces images à l'AFP pour étudier. Donc, il faut attendre. Ouais, moi, j'ai eu quelqu'un du Paris Saint-Germain qui a confirmé cette information et qui m'a confirmé qu'effectivement, le soir même ou le lendemain, ils ont mis 2 personnes dessus, qui ont passé des heures à tout décrypter. Bein étant à l'étage d'en dessous, même si c'est Bein Moyen-Orient, les images proviennent de Bein Moyen-Orient et pas Bein France. Mais c'est vrai qu'ils ont analysé un peu comme ils l'avaient fait, mais là, c'était beaucoup plus facile pour Brandao et Thiago Motta. Là, cette fois-ci, c'était avec les caméras de sécurité. Pour les sanctions, écoute, moi, même sur Kurzawa, je suis plutôt soulagé. J'imaginais plus, moi, en fait. Je pensais qu'ils allaient aller jusqu'à 8 matchs. C'est 7 barème. C'est 7 le maximum. Ouais, d'accord. Je pensais que pour violence ou agression, ça pouvait être entre genre 5 et 10 matchs. Tu vois. Donc, j'avais pas la bonne information. Tant mieux si c'est si ça. Après, pour Kurzawa, franchement, c'est logique. Parce que là, pour le coup, il a dégoupillé tout seul. On lui avait rien demandé. Alors, c'est bien d'aller séparer tes amis, etc. Évidemment, il faut être solidaire. Mais tu sais très bien qu'à partir du moment où tu t'en prends à l'intégrité physique d'un joueur, ça devient compliqué, quoi. Et en plus, il met le premier coup, il enchaîne avec un coup de pied. Et pendant ce temps-là, même si Amavi veut répondre et rate, encore une fois, il se fait ceinturer. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est, pour moi, logique qu'il n'ait pas autant de matchs que Kurzawa. Ce qui est cool, c'est qu'encore une fois, on récupère Paredes et Neymar donc après le match de Nice. Donc, ça arrive assez rapidement. Et ça va correspondre aussi avec le retour de Mbappé. Là où je suis plus inquiet, vraiment, c'est pour Di Maria. Parce que les textes parlent aussi en ce qui concerne les crachats, c'est-à-dire que même si tu craches en direction du joueur et que tu ne le touches pas, c'est considéré, le texte de loi peut s'appliquer de la même manière. C'est pas le même tarif, c'est juste le toucher, c'est une circonstance aggravante. Mais en fait, quoi qu'il arrive, cracher vers un joueur, d'accord. Ouais. C'est sanction. Voilà. Après, j'ai pas vu ce que risque Di Maria par rapport à ça, mais comme on est en période de Covid, est-ce que ça aussi, ça va pas être comme tu le dis, une circonstance aggravante? Je ne sais pas. Vous me dites non, j'espère. Hein, moi, je veux bien. C'est vrai que ça. Ouais. Pardon? Ils sont des joueurs puisqu'ils font des tests tous les 2 jours. Donc même si, je veux dire, il n'a pas à cracher. Hein, évidemment, c'est condamnable et s'il doit prendre 5 matchs. Mais je veux dire pour la symbolique que ça représente en gros. Oui, bien sûr. Oui. En fait, il y a un barème maximum, c'est-à-dire que même Covid, tout ce que tu veux, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, de toute façon, à un moment donné, je crois que c'est 6 matchs, quelque chose comme ça. Donc, 5, je crois. Voilà. Mais s'il le touche ou même dans la direction. C'est jusqu'à 5 matchs. C'est ça. Si tu craches vers un joueur, tu risques jusqu'à 5 matchs, mais généralement, tu peux espérer 2 ou 3, on va dire. Par contre, si tu le touches,
c'est circonstances aggravantes. Donc là, tu peux être sûr que tu prendras le max. Voilà. Après, il vaut mieux cracher sur un joueur que sur un arbitre, parce que je vous rappeler, c'était Barthez qui avait craché. Après, comme vous le dites, ils ont des images que nous n'avons pas, des angles différents. Alors peut-être qu'eux jugeront que c'est en tout cas, ce n'était pas volontaire. On verra. Bon, on va se priver de Di Maria alors qu'on a Sarabia, on n'en a pas parlé, qui est complètement transparent. Moi, je me pose des questions sur lui. Je sais, mais justement, c'est hallucinant l'état d'esprit, comment il a changé entre la fin de saison dernière, en tout cas avant l'arrêt du championnat, ce qu'il montrait et ce qu'il a démontré. Et les derniers matchs qu'il a fait, ses sorties, et même le body language, ce qu'il exprime et tout, c'est bizarre. Il est pas souriant, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas si c'est son rapport avec Tuchel qui s'est détérioré. C'est aussi curieux. Ouais. Et en tout cas, le plus dérangeant peut-être par rapport à cette sanction, c'est le fait que Tourelle, encore une fois, va devoir composer avec des joueurs en moins. On l'a dit, il va devoir bricoler au poste d'arrière gauche parce que même si c'est que Kurzawa qui est remplaçant, là, avec la blessure de Bernat, ça devient, ça prend plus d'importance de prendre 6 matchs d'expulsion. Bon, en tout cas, on suivra ça dans les prochains jours avec Di Maria qui se rendra donc à la commission la commission de discipline de la LFP et qui connaîtra le nombre de matchs qu'il prendra. Je voulais vous remercier, messieurs, on arrive à la fin de ce podcast. Oui, Yacine. Ouais, juste, je vais finir sur un truc par rapport à certains commentaires justes, mais c'est pas pour justifier. Pour dire que, en fait, nous, on réclame pas la tête de Tourelle. On explique que c'est notre avis, notre ressenti et avec certaines infos. Ce qui se passe et comment on voit les choses. De toute façon, on n'est personne pour réclamer la tête. Il y a une direction. Ils n'ont pas besoin de nous pour décider de virer ou de garder Tourelle. Le seul truc, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'énerve, et c'est ce qu'a dit Mousse tout à l'heure par rapport à l'ennemi du club, etc. Bon, moi, je supporte le PSG depuis 1982. Et en fait, dans les années 90, il faut savoir qu'il y a un entraîneur, quand il est arrivé au début de l'ère Canal, qui a emmené le PSG à 2 demi-finales de Coupe d'Europe, qui a ramené le titre au PSG, alors que depuis 86, il n'y avait pas de titre de champion, et qui s'est fait virer l'année du titre pour prendre Luis Fernandez parce qu'il y avait un problème de spectacle, de qualité de jeu. C'est-à-dire que c'est un truc qui a toujours existé au PSG. L'histoire du PSG, c'est ça. C'est la capitale, c'est le bling-bling, c'est les paillettes. Gagner sans jouer, c'est pas dans l'ADN du club. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et avant, alors il y a plus de moyens avec QSI, mais il y en avait avant et ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des joueurs techniques, des spectaculaires. Il y a eu plus de grands joueurs individuellement au PSG qu'à l'OM. Et pourtant, l'OM a une plus grande histoire que le PSG, parce que ils ont pratiquement le double d'années. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire d'être l'ennemi. Il y a l'histoire d'être exigeant, il y a l'histoire du club. Et malgré tout, il y a l'histoire de se dire, ah ouais, avec les moyens que tu as et les joueurs que tu as, moi je suis désolé, se contenter juste d'être champion en gagnant comme on le fait, moi ça me dérange. Voilà. Après, attention, je préfère être champion comme on le fait que pas être champion. Mais voilà, c'est tout. C'est comme tout à l'heure, l'exigence de Yacine Amned. Un romantique. Non, mais il y a une chose aussi qui est intéressante sur l'évolution du supporterisme, c'est que de plus en plus, j'ai l'impression, et ça c'est, je l'ai typiquement vu avec le papier de Yacine sur Neymar, tu as de plus en plus de gens qui supportent un joueur. Et qui va supporter que les joueurs et qui va toujours pas. Là, par exemple, sur ce papier-là, c'est incroyable. Alors que tout le monde sait que Neymar est dégoupille et que parfois, à cause de ça, on perd des matchs ou on n'arrive pas à marquer, etc. Et ben malgré ça, les mecs, et c'est ce que je disais sur Lionel Messi à l'époque où il disait qu'il voulait partir. Messi, c'est typiquement le type de joueur qui a ses propres supporters en fait. Le jour où il partira de Barcelone, les gens qui supportaient Barcelone, ils quitteront, ils le suivront dans son ancien club. J'ai l'impression que Ronaldo, mais Ronaldo peut-être un peu moins, j'ai l'impression, je ne sais pas. Il a ses fans, oui, bien sûr. Non, attention, il a ses fans. Mais j'ai l'impression que Neymar, c'est en train de devenir ça. Et rappelez-vous de l'opposition que les supporters parisiens le faisaient entre lui et Cavani. Ça aussi, c'est des choses qui me dépassent. Moi, j'ai 45 ans, je supporte le Paris Saint-Germain. Et évidemment que j'adore Neymar le joueur et il me fait lever de ma chaise, etc. Mais encore une fois, pour moi, c'est le club le plus important. Le joueur, moi, j'ai le droit de le critiquer et on le critiquera encore quand il fera des mauvaises choses et on l'encensera quand il fera des choses merveilleuses. Donc voilà, c'était juste pour une petite mise au point comme pour Yacine. C'était le podcast des mises au point. Nico, est-ce que tu as une petite mise au point aussi à faire ? C'est le moment. J'en ai plein des mises au point, moi. Je ne vais pas les faire là parce que je suis en. Je crois que tu avais une voiture à vendre, Nico. Ouais, ça y est, elle est partie. Ça s'est fait. Après, là, je suis en train de discuter avec plein de Marseillais depuis hier. C'est très intéressant. Et non, sur les coups des supporters, il y a aussi que
qu'on le veuille ou non, l'arrivée de QSI, ça a un petit peu aussi changé le visage des tribunes, du parc. Voilà, moi c'est pareil, j'ai été au parc. Alors moi je suis un peu plus récent que Yacine dans mon supporterisme, mais moi j'allais au parc au début des années 90 avec mon père pendant une dizaine d'années. C'était pas le même public, c'était pas la même. Le club il a changé de stature et forcément ton public il a aussi changé. Et les gens dont tu parles, Mousse, sur les réseaux sociaux, ils sont chiants ceux-là. Je les connais aussi, je te rassure, mais c'est pas eux les vrais supporters du PSG. Toi, c'est une minorité. Voilà, il faut pas confondre les gens qui supportent le PSG tous les jours, avec qui tu peux discuter dans la rue, et les gens que tu croises sur un article, sur les réseaux sociaux. Ça représente, je pense, même pas 1% de ce qu'est le public aujourd'hui du PSG. Il faut pas trop non plus, voilà, faut pas trop généraliser ces gens-là et leur donner trop d'importance. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est impossible de façon de discuter sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, quoi que tu dis, de toute façon, tu vas te prendre derrière un flot d'insultes, les gens ne comprennent pas ce que tu as dit, ou alors, puis ils te ressortent des tweets d'il y a 15 ans, je ne sais même pas comment ils retrouvent des trucs, Twitter n'existait même pas, ils arrêtent de retrouver des machins, c'est des génies les mecs, hein, mais voilà, voilà, après, Nicolas, mais c'est faire un jour une émission sur le public du PSG, c'est intéressant, l'histoire des tribunes, elle est passionnante à Paris. Hein. Effectivement, ça Nicolas, pourrait je disais ça parce que, juste fini, je disais ça parce que malheureusement, les seuls qui peuvent commenter les articles qu'on publie, etc., les autres, effectivement, parce que moi, j'en croise dans la rue. On me reconnaît de temps en temps, donc j'arrive à discuter avec des gens. Effectivement, ils sont toujours bienveillants. Après, vu que tu relais tes articles, etc., sur les réseaux sociaux, bah, malheureusement, tu n'as que ce retour-là. Parce que tu ne croises pas les gens qui te suivent ou qui te lisent tous les jours. Et c'est vrai que ça donne un petit baromètre. Mais le baromètre des réseaux sociaux, effectivement, est à l'opposé de ce que tu peux voir quand tu rencontres des gens de la génération de Yacine et moi, ou même d'autres, ou même des gens plus jeunes, hein, juste des gens un peu plus réfléchis, etc., qui ne s'arrêtent pas à un titre d'article. Et voilà, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne commande pas les tweets de Colin Dagba pour dire dégage de mon club parce que tu sais pas. Non, t'es un bon gars, toi. Toi, Hugo, t'es un bon gars. C'est pas pareil. Je le pense des fois pendant le match, mais je le tweete pas. Si tu savais ce qu'on pensait pendant les matchs. Vous saviez ce qui trame dans la tête quand on voit certains joueurs. Bref. Non, mais c'était important de faire quelques mises au point. Vous avez raison, parce que souvent, dans les commentaires, hein, ceux qui commentent le podcast d'ailleurs et qui nous suivent, hein, n'hésitez pas à donner votre avis, etc. On est là pour répondre. On essaie de le faire le maximum possible, même si vous avez. Tu vois, dans le respect et voilà, de donner vos arguments, mais sans insulter, sans critiquer, etc. Vous pouvez critiquer, mais quand vous avez des arguments, etc. Donc, pas dans l'insulte, tomber dans l'insulte facile, etc. Ça ne fait pas le débat ni les idées. La dernière fois, le précédent podcast, il a fallu répondre à un gars qui nous traitait de rageux. Je lui dis, mais t'es pas capable. Je lui dis, t'es pas capable de venir et de dire que tu n'es pas d'accord avec nous et on échange. T'es obligé d'arriver avec ce mot-là, rageux, et le gars comprenait pas. Et en plus, il te fait la morale, tu vois, c'est-à-dire qu'il t'insulte. Et après, il te dit, ah oui, on n'a pas le droit de vous critiquer. Mais c'est pas une question de critiquer. Encore une fois, on prend le temps de répondre. Parce que voilà, on aime bien échanger, etc. Mais moi, si ça continue comme ça, en vérité, moi, je ne vais même plus répondre. Ça ne sert à rien parce que vous arrivez avec vos idées prédéfinies, vous nous insultez de rageux, d'ennemis du club, etc. Sur la base d'une analyse, etc. Alors, on ne prétend pas avoir la vérité absolue, on peut se tromper et vous avez le droit surtout de ne pas être d'accord. Mais pourquoi vous êtes obligé d'arriver avec une certaine agressivité? Et ça, c'est le problème des réseaux sociaux. L'anonymat permet trop de choses. Et je ne pense pas que ces gens-là dans la rue soit comme ça. Je pense qu'ils baissent la tête en général parce que, encore une fois, je vais être un tout petit peu vulgaire, mais pour moi, les réseaux sociaux, ça permet aux gens qui n'ont pas de couilles d'en avoir. Et je le dis souvent, mais c'est exactement ça. Parce que moi, je pense que quand tu viens et t'insultes tout le monde sur les réseaux sociaux derrière un pseudo où il n'y a pas de photo, il n'y a rien, c'est qu'en fait, c'est ça, tu n'es pas capable de le faire dans la vie de tous les jours. Mais même pire, c'est ce genre de mec, quand il y a une agression dehors, eh ben, il baisse les yeux, il change de trottoir. Toi. Mais les réseaux, ça te permet de te faire passer pour ce que tu n'es pas, quelqu'un de dangereux, ou que tu vas mettre des coups de pression, etc. Sachez que je n'ai aucune pression, vraiment, et ça glisse sur moi comme la pluie sur les plumes du canard. Voilà. Très belle expression. J'ai fini. Très belle expression pour terminer le podcast, mais évidemment, je vous en prie. On parle souvent des commentaires négatifs, etc. Mais évidemment, il y a beaucoup de commentaires positifs et on vous remercie. Bien sûr, évidemment. Mais on dialogue toujours dans le bon esprit et dans la bonne entente. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Mousse, merci Nico et merci Yacine. Encore un podcast très intéressant sur cette victoire du Paris Saint-Germain face à Metz hier grâce à notre ami allemand Julian Draxler.
Et puis, on se donne rendez-vous lundi prochain pour débriefer ce Nice-Paris Saint-Germain, cette 4e journée de Ligue 1. Salut à tous. Salut tout le monde.